Et 2300 ans plus tard, rien n'a changé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait plaisir de vous retrouver après tout ce temps. Enfin, je dis ça, je vous vois pas et tout, mais bon, c'est façon de parler quoi. Bref, faites un effort. Ouais, vous avez vu, nouveau décor et tout. Ouais. J'espère en tout cas que vous allez tous bien malgré cette période bien pourrie qu'on se tape en ce moment. Et non, je ne vais pas parler du vaccin aujourd'hui, même si tout le monde en parle actuellement. Mais vous inquiétez pas, je vais en parler très bientôt. En attendant, aujourd'hui, épisode consacré à celui qu'on ne présente plus, puisqu'il est devenu l'un des personnages les plus emblématiques et les plus controversés de cette pandémie. Celui qui à lui seul aura divisé la population comme jamais un scientifique ne l'avait fait avant lui, j'ai nommé Didier Raoult. Sous ses airs de druide gaulois, cet infectiologue aura bien fait parler de lui et c'est loin d'être fini, puisqu'après avoir incarné l'espoir au début de cette pandémie par le biais de son fameux traitement, il se retrouve aujourd'hui poursuivi par l'ordre des médecins pour charlatanisme. Ah oui, tout de même. Alors comment cet expert en maladies infectieuses se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés? Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce qu'il a eu tort? Est-ce qu'il a essayé de nous ouvrir les yeux ou au contraire de nous enfumer? Est-il bien celui qui prétend être? Est-il le frère caché de Patrick Sébastien? Eh ben on va essayer de voir tout ça. Alors je sais qu'il y a déjà eu plein de vidéos sur le sujet, du coup ça fera une de plus, déjà parce que je fais ce que je veux, mais surtout parce que l'idée c'est justement de faire une sorte de résumé pour que ceux qui ont rien suivi à cette histoire et qui veulent pas se taper 9 heures de vidéo puissent se faire une idée. Donc si c'est ton cas, t'es au bon endroit. Par contre, avant de commencer, je pense qu'un petit disclaimer s'impose, déjà que ça va être un festival dans les commentaires. Ouais, c'est pas faux. Pour ceux qui s'en tapent, vous pouvez passer directement à la section suivante dans le timecode qui s'affiche sur la barre de lecture, quelque part par là. Pour les autres, je précise que je ne suis pas payé ni influencé par quiconque pour faire cette vidéo. Ce que je partage aujourd'hui est une analyse personnelle que j'ai voulu aussi neutre et impartiale que possible, mais elle n'engage que moi. Libre à vous d'y adhérer ou pas. Comme d'habitude, tout est sourcé dans la description et comme d'habitude, ne me croyez pas sur parole, vérifiez toujours par vous-même. Si la vidéo vous plaît, lâchez des pouces bleus, partagez-la autour de vous, abonnez-vous, la cloche, tout ça. Vous pouvez aussi la commenter pour donner votre avis et si ça vous plaît pas, pareil, vous pouvez me tracher en commentaire, mais je peux déjà vous dire que ça va pas changer grand chose, parce que moi ce qu'il faut comprendre c'est que je suis ni pro ni anti-Raoult, je suis pas du tout en mode Il est méchant, monsieur Brochant, il est mignon, monsieur Pignon. Donc, mes amis chloroquinistes ascendant raoultiens, ça sert à rien de partir dans les délires, genre t'es un vendu, hashtag Big Pharma, hashtag OMS, hashtag Bill Gates, hashtag... On a compris. Non, parce qu'au final, ce que vous pensez de ce que je pense de Raoult, comment dire? Je m'en fous. Donc vous pouvez m'accuser de tout ce que vous voulez, mais sachez qu'à moins d'apporter des éléments solides et d'alimenter un débat constructif, vous serez soit ignoré, soit bloqué, selon votre degré de courtoisie. Non, faut pas déconner non plus, ma chaîne c'est pas une démocratie, donc soit vous restez cool, soit... Hors de ma vue. Hors de mon ouïe. Bon, je crois qu'on a posé les bases, on va donc pouvoir attaquer et nous plonger dans cette affaire de fou furieux. Allez, c'est parti. Alors je vous avoue que j'ai pas mal galéré pour faire cette vidéo, parce que quand ce genre d'affaire devient un tel sujet de société, avec tout ce que ça implique d'avis personnels et de dérives en tout genre, hashtag je débarque à l'hôpital avec mon avocat pour me faire traiter à l'hydroxychloroquine sinon je t'attaque en justice. Oui, c'est arrivé. Et pour traiter tout ça de manière zététique, c'était assez compliqué. Donc dans cette vidéo, je vais m'en tenir strictement à l'aspect scientifique et factuel des choses. Je vais pas me prononcer sur les décisions politiques qui ont découlé de tout ça, ni des relations entre Raoult et Macron par exemple, c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais je peux vous dire que même comme ça, faire tenir le tout dans un format de moins de 20 minutes, c'était... Donc en fait, il y aura non pas une, mais deux vidéos. Enfin, cette vidéo sera divisée en deux parties si vous voulez, même si vous voulez pas d'ailleurs. Et pour bien comprendre comment je suis arrivé à la conclusion que vous découvrirez à la fin de cette analyse, l'idée c'est de reprendre depuis le début, comme ça vous pourrez voir comment j'ai construit mon raisonnement autour de cette histoire. Tout commence donc le 25 février où Didier Raoult, alors inconnu du grand public, fait son apparition dans les médias à travers une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube de l'IHU de Marseille, dont l'annonce a eu l'effet d'environ 13 bombes nucléaires et 8 tsunamis. On m'a demandé le conseil que je donnais aux Chinois, que je considère comme les meilleures équipes de virologie au monde. Je leur ai dit j'espère que très très vite les Chinois nous donneront les résultats d'une première étude sur l'efficacité de la chloroquine et ça vient de sortir. Donc c'est efficace sur les coronavirus, d'excellentes nouvelles, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout. Ah, il était chaud bouillant, Ah, ça se voit, il a le regard pétillant. Bon, en même temps, il y avait de quoi. Faut quand même rappeler que la chloroquine, ou plutôt son dérivé, l'hydroxychloroquine, c'est une molécule qu'on connaît bien. On l'utilise depuis longtemps, elle est disponible en grande quantité, elle est bon marché, et en plus on maîtrise bien ses effets secondaires. Bref, dit comme ça, l'hydroxychloroquine... C'est de la bombe, bébé. Du coup, emballement médiatique, tremblement de terre dans la communauté scientifique et médicale, réactions en tout genre, certaines très enthousiastes, d'autres appelant à la prudence, et pour cause. Les seuls documents qui existent à ce moment-là, c'est le rapport d'un chercheur chinois qui pense que la molécule est un bon candidat après l'avoir testé sur quelques patients, mais sans aucune donnée clinique, et une étude qui montre cette fois une efficacité de la molécule, mais
in vitro seulement. Et pour rappel, c'est pas parce que ça marche in vitro qu'on aura le même résultat in vivo, c'est-à-dire dans un organisme vivant. Des fois, ça peut même aggraver la maladie, comme c'était déjà arrivé avec le chikungunya et le VIH. Donc ce n'est pas parce qu'on connaît les effets secondaires d'un traitement en temps normal qu'il est safe en présence d'un nouveau virus. Et pour en avoir le cœur net, il n'y a pas 36 solutions, il faut mener des essais cliniques rigoureux. Donc voilà, à ce stade, on n'est pas sur de la preuve ultra solide, on est plus sur un feeling accompagné d'éléments encourageants. Mais bon, pas le feeling de n'importe qui non plus, quand tu regardes le CV du mec, c'est du lourd quoi. Ah non, on est clairement dans la stratosphère. Bon, visiblement, il le sait. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, le plus jeune président médecin, le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine. J'ai tout eu dans ma vie. Ah, c'est clair qu'il laisse personne indifférent, Mais bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on parle juste du premier expert, number one expert of infectious disease of the world. Chez nous, il y a une évaluation de ce qu'est les experts. Alors, je vais vous montrer. Donc, vous tapez ExpertScape. Pour les maladies infectieuses transmissibles, ça s'appelle Communicable Disease. On appuie sur Show Expert. Je suis le premier expert. Bon, je t'avoue qu'à ce moment-là, je me suis quand même demandé ce que c'était que ce site web. Ah, petite alerte quand même, Bah ouais, j'en sais rien moi. Peut-être que pour être premier du classement, il suffit d'avoir les cheveux longs et une grosse bague. Bon, en fait, non, rien à voir. Les experts sont classés en fonction de leur nombre de publications scientifiques. Plutôt balèze. En tout cas, à ce stade, j'ai clairement affaire à un expert level badass en maladies infectieuses, en chemise à carreaux aussi. Et je sais pas, mon instinct me dit qu'il tient peut-être un truc, quoi. Et le premier qui se fout de la gueule de mon instinct, il va prendre cher. Le 16 mars, il sort enfin sa première étude, et là, boum! Réduction spectaculaire de la charge virale sur la plupart des patients traités avec la molécule. Tiens, prends ça dans ta face. Bon, c'est une petite étude, comme on va le voir, mais là, j'étais quand même bien rassuré, je pensais qu'avec une telle démonstration, les études de plus grande ampleur allaient juste confirmer tout ça, et que cette histoire allait tout simplement en rester là. LOL. Le 22 mars, je tombe par hasard sur un tweet qui attire mon attention car il cite l'article d'un virologue qui dit à propos de l'étude qu'en gros, on aurait pu obtenir le même résultat avec un cachet pour le mal de tête. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, ouais. Alors au début, je me suis dit, c'est qui celui-là qui critique le boss? Le truc, c'est qu'en cherchant un peu, je me suis rendu compte qu'il était pas le seul en fait. Genre, il devait bien être... 4. Ah non, un peu plus quand même. 7. Non, 1000. Enfin bref, ils étaient une poignée. Et attention, je parle pas de ceux qui roulent pour Big Pharma. Ouais, je sais que vous les aimez pas trop ceux-là, moi non plus d'ailleurs. Non, je parle de scientifiques indépendants comme Hervé Seyss par exemple, qui est biologiste moléculaire et chercheur au CNRS. Bon, du coup je décide de vérifier, et là je découvre qu'effectivement son étude... comment dire ? C'est de la merde. Ah mais non, quand même pas, calme-toi. Mais bon, c'est vrai qu'on peut pas en faire grand-chose, et vous allez voir pourquoi. L'étude portait donc sur 42 patients, 26 traités à l'hydroxychloroquine et 16 qui ont formé le groupe contrôle, c'est-à-dire des patients qui ne reçoivent pas la molécule. En gros, on les laisse crever dans un coin. Non, je déconne, on les soigne bien sûr, mais avec les traitements habituels. Il faut savoir que le groupe contrôle, c'est une des clés indispensables quand on cherche à déterminer précisément l'effet d'un traitement, car c'est le seul moyen d'en vérifier sa portée. Vous savez, c'est comme dans les pubs de lessive où on nous montre un truc lavé avec une lessive classique et un autre, bien plus propre, lavé avec la super lessive. C'est un peu le même principe. Gardez ça en tête parce que c'est important pour la suite. L'outcome primaire, c'est-à-dire l'objectif de l'étude, était de savoir si le virus était encore détectable après 6 jours. Et si l'on en croit les résultats, 70% du groupe traitement avait une PCR négative à ce moment-là, contre 12,5% du groupe contrôle. Une sacrée différence. Pour ceux qui débarquent sur la PCR, je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais dites-vous juste que c'est une technique qui permet de déterminer la charge virale d'un patient, c'est-à-dire à quel point il est malade. Si vous voulez en savoir plus sur ce procédé, je vous renvoie à cette excellente vidéo qui explique très bien comment ça marche. Concernant l'étude, je vais m'en tenir qu'aux points les plus importants. Si vous voulez plus de détails, il y a de quoi faire dans les sources. Alors, premier problème, l'effectif. 42 patients, c'est juste trop faible si on veut tester un médicament dont on ignore l'efficacité, même si l'étude est bien faite. Voilà, fin de l'analyse, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Non, je déconne, partez pas. En fait, tout l'art d'un essai clinique, c'est d'essayer de réduire au max le rôle du hasard et des facteurs extérieurs pour obtenir les résultats les plus fiables possibles. D'autant plus quand on étudie une maladie dont la majorité des patients vont guérir tout seuls. Et donc si on cherche à déterminer l'effet d'une molécule sur les moins de 10% de cas qui vont prendre un peu cher, il faut prendre beaucoup de monde. Sinon on risque de fausser la statistique car elle est soumise à une variance qui est inversement proportionnelle à la taille de l'effectif. J'ai rien compris. En fait, c'est un peu comme quand vous tirez à pile ou face. À chaque lancer, vous avez une chance sur deux de faire pile. Ou face, bien sûr. Non, sans blague. Donc si vous effectuez, disons, 10 lancers, il y aura plein de fois où vous aurez pas du 50-50, mais genre du 8 contre 2 ou même du 9 contre 1, malgré une probabilité de 50%. Alors que, si vous effectuez 1000 lancers, bon déjà, il faut être motivé, mais surtout, il y a extrêmement peu de chances pour que sur les 1000 lancers, vous tombiez genre 900 fois sur un côté. Ce qui veut dire que plus vous augmentez le volume, et plus vous allez vous rapprocher de la vraie valeur de 50%. Voilà pourquoi la valeur statistique sera toujours plus forte sur un gros effectif. On y reviendra. Bon après c'était la crise, fallait faire vite, alors on va pas chipoter, il a bricolé avec ce qu'il avait sous la main, on va clairement pas lui jeter la pierre pour ça.
Deuxième problème, l'étude n'est pas randomisée. Il y avait un groupe contrôle, ce qui est un bon point, mais ça suffit pas. Il faut être sûr que les deux groupes soient similaires et c'est là qu'intervient la randomisation. Par exemple, si le groupe A était composé d'une jeune équipe de foot et le groupe B de vieux à moitié en train de crever, avec tout le respect que j'ai pour les vieux qui sont à moitié en train de crever, on se doute bien qu'il risque d'y avoir des différences. Donc il faut randomiser pour faire en sorte que toutes les variables qui influent sur l'évolution de la maladie soient les mêmes dans les deux groupes. Et là, non seulement l'étude n'est pas randomisée, mais en plus, on n'a aucune donnée sur l'état clinique des patients. Donc on sait que dalle de leur potentielle comorbidité alors que c'est le top facteur aggravant de la maladie. Cherchez l'erreur. Cerise sur le gâteau. Non, décidément, non, cerise sur le gâteau, non, ça va pas. Bon bah, courgette sur la quiche, on n'a aucune donnée sur la charge virale des patients du groupe contrôle. Donc on sait pas à quel point ils sont malades. Cherchez l'erreur. T'as déjà dit. Ouais, mais là je l'ai dit plus fort et tout. Non ? Troisième problème, 6 patients du groupe traitement ont été retirés en cours d'étude pour des raisons médicales. 2 ont arrêté le traitement prématurément, mais 4 ont été transférés aux soins intensifs, dont 1 y est resté. Oui, vous avez bien entendu, il y a eu un mort et il était dans le groupe traitement. Alors les auteurs ont expliqué que ces 4 patients avaient été retirés parce que leur état s'était dégradé avant la fin du 3e jour de traitement, durée qu'ils ont estimée nécessaire à l'apparition d'un effet de la molécule. Alors dans l'absolu pourquoi pas, hein, sauf que dans la déclaration d'essai, c'est-à-dire le document qui précède l'étude et dans lequel on en détermine les conditions, il n'y a aucune mention de ces 3 jours, ce qui veut dire qu'ils ont choisi d'intégrer cette notion en cours de route. Et disons que t'es pas trop censé faire ça en fait. C'est un peu comme si tu devais construire une maison et puis que tu décides de rajouter un truc qui était pas dans les plans. La porte au plafond là. Ça Non mais j'anticipe. Alors bon, la méthodologie est vraiment pas top, mais il y a encore moyen de se rattraper avec l'analyse statistique de l'étude, qui si elle s'avère méga balèze la race de son grand-père, peut encore sauver les meubles. Pourtant, là aussi, il y a de quoi déchanter. Déjà, alors que l'objectif était de connaître l'état des patients au jour 6, ce jour-là, tout le monde n'a pas été testé. C'est pas vrai. 5 patients du groupe contrôle et 1 du groupe traitement n'ont pas été testés au jour 6 et ils ont été considérés comme positifs pour ceux du groupe contrôle et négatifs pour ceux du groupe traitement. En gros, ils ont extrapolé les résultats en considérant que les patients traités étaient guéris et inversement. Et ça, pour le coup, c'est un peu de la triche quand même. En plus, on peut voir que les résultats sont complètement erratiques. Genre là, on a un patient qui était positif au jour 3, puis négatif au jour 4, puis repositif au jour 5, puis renégatif au jour 6. Et c'est loin d'être le seul, hein. Du coup on se rend bien compte que tester les patients à un seul moment, ça n'a pas vraiment de sens. Et encore moins d'extrapoler comme ils l'ont fait, alors que les résultats sont aussi irréguliers d'un jour à l'autre. D'ailleurs les auteurs avaient prévu au départ de tester à J1, J4, J7 et J14, et là aussi ils ont changé d'avis en cours d'étude, sans explication, comme pour les patients retirés du groupe traitement. Le fait d'utiliser ce genre de pratique, qu'on appelle l'outcome switching, ça pose un assez gros problème d'éthique, et je vais laisser Armandax de la chaîne La Tronche en Biais vous expliquer pourquoi. Imaginons que je désire mettre au point un médicament contre la fièvre et que je décide de définir la fièvre comme une température supérieure à 38 degrés. Pas de chance, mon médicament ne parvient en moyenne qu'à faire chuter la température à 38,2. Si je suis honnête, je considère que le médicament n'est pas efficace. Si j'ai vraiment envie de publier quelque chose, je n'ai qu'à modifier la méthode pour définir la fièvre comme étant une température supérieure à 38,5 degrés. Magie, mon médicament est désormais efficace. C'est ça, l'outcome switching. Et c'est pour ça que la pratique est aussi grave. Bon, et voilà pour cette première étude. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle casse pas des briques et qu'elle est loin d'être à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de la part d'experts comme Raoult et son équipe. Et avant de me tomber dessus en me disant que je suis qu'une grosse merde qui pige rien, ce qui est pas forcément faux, hein, comparé à Raoult, y a rien à dire, je suis une merde. Sachez que cette étude a été discréditée par l'Académie française de médecine ainsi que par la société savante dont je vais pas prononcer le nom aujourd'hui, qui détient la revue dans laquelle Raoult a publié ses résultats. Donc à ce stade, je vous avoue que j'étais un peu déçu. Je veux dire, ok, pour tordre un peu la méthode scientifique et gagner du temps, mais avec ce qu'on vient de voir là, la méthode scientifique, tu te la fous un petit peu dans le... Curieusement, alors que j'apprends qu'une deuxième étude est en cours à l'IHU de Marseille, espérant qu'il ait pris en compte les reproches qu'on a pu lui faire et qu'il nous ponde cette fois un truc en béton armé, la race de sa grand-mère... À sa grand-mère cette fois? Bah oui, j'alterne un peu, sa grand-mère, son grand-père. L'étude, qui sort donc le 27 mars, ne porte que sur 80 patients, ce qui est toujours pas énorme, et n'a pas de groupe contrôle. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Vous vous rappelez ce qu'on a dit sur l'importance du groupe contrôle ? Pub pour la lessive, tout ça ? Bon voilà, ces seuls facteurs suffisent à invalider cette étude, donc je vais pas m'attarder davantage dessus. Si vous voulez vérifier par vous-même, faites-vous plaisir, je vous ai mis plein de sources. Et alors que je pensais que tout était perdu, non parce que là, franchement, je commençais sérieusement à douter du bonhomme, j'apprends qu'il récidive avec une 3e étude portant cette fois sur 1061 patients. Et là, autant vous dire que si elle tient la route, il y a moyen d'en tirer quelque chose.